Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter tous les livres auto-édités que j'ai lus pendant l'année 2021. Il y en a 8, donc il n'y a que des formats papier, il y en a seulement un qui est au format numérique. Donc je vais tous vous les présenter, vous en parler rapidement plus ou moins si je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Sinon je vous remettrai de toute façon les vidéos où j'en parle, où je vous donne mon avis détaillé si je vous en parle pas beaucoup ici puisque par exemple il y en a que j'ai lu au mois de décembre, donc je vois pas trop l'intérêt de vous en reparler en long, en large et en travers. C'est juste que je me répéterai, donc autant vous mettre la vidéo qui concerne le livre où je vous en parle vraiment. C'est assez diversifié, c'est plutôt cool et on va tout de suite commencer parce que sinon je sens que la vidéo va être très longue. Je vous redirige aussi vers ma vidéo où je vous parle des auto-édités, donc où je vous explique ce qu'est un auto-édité, comment les auteurs s'y prennent, quel est leur rôle, quel est le rôle des lecteurs, des bêta-lecteurs, etc. Enfin je vous parle vraiment de tout, donc je vous remets cette vidéo aussi si ça vous intéresse et si vous avez envie d'en savoir plus. Maintenant en ce qui concerne les livres que j'ai lus, on va tout de suite commencer avec un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps puisqu'il fait partie de mes 10 coups de cœur de l'année 2021, donc je vous redirige vers cette vidéo ou vers mon avis lecture, je ne sais pas, un des deux. Il s'agit de Reprendre son souffle, c'est écrit par Marie Nomis et donc là dans cette histoire on est sur un contemporain, on fait des allers et retours vers le passé, je sais pas si c'est très clair mais je vais vous expliquer. Donc on se situe en 2009 où Sarah va déménager la maison de sa grand-mère quand elle va découvrir des cartes postales écrites 20 ans plus tôt par un homme qu'elle ne connaît absolument pas, dont elle n'a jamais entendu parler. En les lisant, Sarah va se plonger dans une histoire d'amour auquel elle n'a jamais entendu parler et elle va découvrir plein de choses sur elle, sur sa famille et déterrer un grand pan de vie soigneusement caché par les femmes de sa famille. Je me disais qu'il n'y avait pas de lumière, bah oui, je vais rien allumer. Même si je ne vais pas vous en reparler beaucoup ici puisque je vous en ai reparlé il y a vraiment pas longtemps, je vais quand même vous en dire 2-3 petits mots là-dessus. J'avais beaucoup aimé le fait que en lisant les cartes postales, Sarah en fait elle voyage et nous aussi on voyage complètement dans le passé où on a un petit peu des chapitres complets sur la vie de sa grand-mère, sur la vie de sa mère, je ne sais plus, mon chien fait n'importe quoi, et sur après où on revient dans le présent mais on est quand même pas mal dans le passé. En découvrant tout ça, ça change le lien qu'elle peut avoir avec sa grand-mère actuellement. Et puis c'est vraiment une très belle histoire où la plume est très belle, où on découvre plein de choses, des secrets non dits qui ne sont pas toujours très positifs et que bah en fait quand c'est dit ça va beaucoup mieux même si on n'y pense pas au départ. Un petit peu comme une histoire de vie que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très belle et je trouve que la couverture illustre très bien tout ça. Ça c'est le premier auto-édité que j'ai lu de l'année et que je ne peux que vous recommander. Maintenant on va partir sur une réécriture de conte, donc la seule que j'ai dans les auto-édités. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça puisque je crois l'avoir lu en octobre ou novembre, je sais plus. Mais il s'agit de l'étincelle jaillit la flamme, c'est écrit par Héloïse. Alors pareil, je sais pas si on dit Michael ou Michel pour ton nom de famille. Et donc on est tout simplement ici sur une réécriture de Maléfique. J'ai beaucoup aimé cette réécriture de conte puisqu'on y retrouve des personnages qu'on connaît mais dans différents rôles. On apprend beaucoup de choses, on ne suit pas Maléfique, enfin Maléfique au départ elle ne s'appelle pas comme ça, mais on ne la suit pas elle au départ, on suit sa mère, donc on apprend encore plus de choses dans son histoire de vie et dans l'histoire de sa famille, d'où est-ce que la malédiction vient. D'où est-ce que Maléfique devient maléfique au final. Et j'ai beaucoup aimé puisque même si ce n'était pas voulu de l'autrice, il y a plein de petits clins d'œil par rapport à Disney. J'ai notamment trouvé des clins d'œil par rapport à plusieurs films, dont celui de la Reine des Neiges, de La Belle et la Bête, mais également de Charlie et la Chocolaterie. Et alors il y en avait un de la Belle... non, pas de la Belle et la Bête, de la Reine des Neiges, mais un autre que moi j'avais trouvé, et quand je lui ai dit bah il y a ça par rapport à ça etc, elle me dit ah oui mais c'était même pas fait exprès, donc j'ai trouvé ça super bien en fait parce que j'ai beaucoup aimé au final retrouver des petits passages qui m'ont fait penser à d'autres films Disney, et on retrouve également l'histoire de Maléfique, sinon c'est l'intérêt de la réécriture de Maléfique. Et je suis en train d'essayer de trouver la première page d'un chapitre pour vous montrer comment c'est illustré, mais c'est vraiment super beau. C'est une histoire que j'ai trouvée très bien ficelée du début à la fin. J'ai trouvé que les personnages étaient réels, bien construits, avaient des réactions en fonction de ce qui se passait. C'était assez logique en fait, à part un personnage où à un moment on lui annonce quelque chose et... j'ai trouvé sa réaction un petit peu bizarre, j'en ai parlé à l'autrice et elle m'a dit oui c'était fait exprès dans ce sens là mais en même temps je comprends. Donc en soi rien de grave, ça n'a pas du tout entravé ma lecture, ça m'a pas empêché de le lire, mais c'est vrai qu'au moment où je l'ai lu il y a eu deux réactions du même personnage où je me suis dit ça fait un peu vraiment... ouais non, ça fait pas du tout réel comme réaction. Après voilà, ça m'a pas vraiment gênée, tout le reste de l'histoire était génial. Dès le début je voyais les décors, je voyais la petite maison là dans la forêt, je vous explique pas qui vit dedans, pourquoi etc, mais c'était génial. On y découvre différents peuples, différents mondes, on suit plusieurs points de vue, donc ça nous permet de découvrir plein de personnages en profondeur. Pour moi c'était vraiment une très bonne lecture, une très bonne réécriture de conte, je vous l'avoue franchement je ne m'attendais pas à autant aimer, je pensais que j'allais aimer mais pas autant, donc c'est pour vous dire.
Et voilà, c'est une très belle histoire que je ne peux que vous recommander si vous aimez les réécritures de contes ou si vous avez envie d'en découvrir parce que celle-ci est vraiment bien. Maintenant on va repartir sur un univers contemporain mais avec un peu de fantastique dedans. Enfin c'est assez, je sais pas trop dans quoi le classer, moi j'ai noté que c'était du fantastique mais à la base on est quand même sur un monde contemporain mais qui se transforme un petit peu. Donc c'est Luciano et le retour de la lumière, c'est le tome 1 il me semble. Oui c'est le tome 1, c'est écrit par Cyril Michel. Et donc dans cette histoire nous allons suivre Julie qui va voir complètement sa vie basculer le jour où elle va rencontrer un mystérieux garçon qui se nomme Will. Il n'est pas comme les autres puisqu'il est porteur de messages ésotériques, il possède des facultés hors du commun et il va apprendre à Julie plein de choses et lui ouvrir les yeux aussi sur des choses dans son quotidien qu'elle n'a pas forcément vues ou alors qu'elle ne veut pas voir. Sauf que ce personnage est recherché par les services secrets européens et il cache un lourd secret, ou plutôt, comme c'est dit dans le résumé, une évidence. Le monde est condamné et donc une traque qui dure depuis de nombreuses années va enfin prendre fin. Je vous avoue que quand j'ai lu le résumé, ce livre me tentait énormément, je me suis dit porteur de messages ésotériques, niveau écologique, c'est bientôt la fin du monde, il est recherché, qu'est-ce qu'il a pu faire, etc. Enfin, je me disais, c'est hyper mystérieux comme résumé et ça me donne hyper envie. Donc pour le coup je suis rentrée assez vite dans l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. J'ai eu quelques blocages par rapport au personnage de Julie puisque on retrouve une ou plusieurs relations toxiques qu'elle vit et c'est vrai que moi ça m'a bloqué parce que c'est quelque chose que j'ai connu et où je me suis vraiment retrouvée dedans, où elle le sait que c'est toxique. Elle le voit mais elle n'ose rien faire ou alors elle ne fait rien parce qu'elle a peur des conséquences ou alors tout simplement c'est son quotidien qui est comme ça, alors elle voit pas pourquoi ça changerait et moi ça m'a énormément bloquée parce que c'est bizarre mais j'ai eu l'impression un peu de retomber dedans, enfin je me sentais pas très bien donc en soi moi c'est ça, ça m'a un peu gênée mais après si vous ça ne vous gêne pas du tout, ça ne vous gênera pas, je veux dire si c'est pas quelque chose qui vous parle ou même si ça vous gêne pas de lire des thématiques comme ça, allez-y, hein, franchement, c'est pas quelque chose qui va entraver votre lecture. J'ai beaucoup aimé toutes les citations que l'auteur a pu placer, enfin des citations qu'il a écrites, des grands morceaux de phrases, des paragraphes carrément sur l'écologie, sur des messages qui sont très importants mais qui reflètent bien la réalité et notre réalité à nous également. Je trouve que ça fait réfléchir certains passages et ils sont très forts au niveau des messages véhiculés. Après j'ai beaucoup aimé aussi le reste de l'histoire mais ce qui m'a un peu plus rebuté, pas rebuté, je sais pas comment dire mais qui m'a un peu plus gênée, si je peux dire ça comme ça, c'est que je trouve que le personnage principal se contredisait beaucoup. Enfin, elle ne savait pas les choix. À un moment, elle disait oui, je vais le suivre, et puis juste après, elle dit non, non, je peux pas tout quitter comme ça, c'est mort, mon quotidien ne changera pas, je reste dans ma petite bulle et tout. 2 secondes après, elle va dire vas-y, je vais tout plaquer, je vais tout quitter, je vais m'en aller, je vais rien dire à personne et je vais le suivre. Et j'ai trouvé ses réactions un petit peu contradictoires et pas logiques parce qu'il n'y avait pas de transition, c'était oui et après non, et après elle repassait. Et on se disait mais attends je te suis plus, pourquoi est-ce que t'as changé de décision, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas dire que je me suis pas attachée au personnage principal mais j'ai peiné, je préfère plus Will que Julie pour le coup. C'est vrai que pour ce tome 1 j'ai bien aimé mais j'aurais aimé en découvrir plus sur l'autre monde dont les personnages parlent énormément et j'aurais aimé qu'il se passe un petit peu plus de choses puisqu'on attend qu'il se passe quelque chose, on se dit il va se passer quelque chose et en fait le tome 1 s'arrête là et du coup faut lire le tome 2 pour savoir ce qui va se passer. Donc moi je trouve que, pas que ça manque d'action, mais que ça manque peut-être de révélation et que dans ce tome 1 il y a un petit peu trop de mystère, enfin c'est ce que j'en ai pensé. Sinon ça reste quand même une super lecture parce que tous les messages qui sont amenés, tout ce qui nous fait réagir en fait. En tout cas j'ai beaucoup aimé mais c'est vrai que j'ai eu du mal avec le personnage de Julie et aussi avec la fin du tome 1 où je me suis dit j'aurais aimé en découvrir plus, mais sinon c'est vrai que j'ai quand même bien aimé et j'ai passé un bon moment, mais pour moi il y avait un petit manque à la fin. Maintenant on va repartir sur un univers complètement différent puisque ça va être un livre fantasy, enfin je dis un livre mais en vrai c'est une trilogie rassemblée en un livre. Il s'agit de Un pays celtique, c'est écrit par Delaine Harper et donc là vous pouvez voir que c'est une trilogie, j'ai mis des petits post-it pour séparer les 3 tomes. Ce qu'il faut dire quand même c'est qu'à chaque début de tome on a une playlist exprès pour si vous voulez l'écouter, une playlist que l'autrice a préparée. Donc moi c'est vrai que je m'en suis pas, j'ai pas écouté mais je veux vous dire ça comme ça, c'est vrai que ça rajoute quelque chose de différent par rapport à d'autres livres, ça rajoute un petit plus je trouve. Dans cette histoire nous allons suivre Lania qui vit à Paris et qui un jour reçoit une mystérieuse lettre l'invitant à aller sur l'île d'Avalon et complètement quitter sa vie parisienne. Lania part donc à la découverte d'une civilisation bretonne, elle a le pied entre 2 mondes différents et elle n'arrive pas à quitter complètement l'un pour l'autre ou l'inverse, enfin vous voyez elle est un petit peu entre les deux, elle ne sait pas trop quoi choisir. Lania est dans une période de sa vie où elle se pose beaucoup de questions, où tout est en train de basculer et même de s'effondrer pour elle.
et sa vie va être transformée par ce voyage en pleine Europe au bout du monde. Pour moi, quand j'ai écrit mon avis, je ne savais pas trop comment me placer. Non pas que je n'ai pas aimé, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai trouvé que c'était un roman qui était très intéressant puisqu'on retrouve vraiment toutes les traditions celtes, la place de la femme dans l'école où elle va, que les femmes et les hommes ils ont des rôles différents mais tout autant importants, ils se complètent. Ensuite, j'ai trouvé la plume de l'autrice qui est très douce et très descriptive. C'était beau parce qu'on suivait vraiment toute l'histoire, on découvrait, on apprenait un petit peu à découvrir aussi toute cette tradition et puis ce nouveau monde. Mais le problème est que pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait, enfin c'était pas trop descriptif, mais il manquait d'action. J'aurais voulu plus d'action, de rebondissement, de découverte. Pour ça, j'ai donc ressenti quelques longueurs et parfois même des répétitions, mais c'est vrai que sinon, j'ai quand même bien aimé dans le sens où on se pose et on passe à un moment où on est vraiment posé, calme, on découvre, etc. Mais il m'a manqué cette petite touche de dynamisme que j'aime bien retrouver. Donc après voilà, c'est ce qui fait aussi ce roman, le fait que ce soit vraiment calme et qu'il se passe des choses plus dans la découverte et dans la description que dans l'action. Sinon pour ce qui est du personnage principal de Lania, j'ai beaucoup aimé la découvrir, suivre et aussi suivre voilà, tout son quotidien. Mais après pareil, parfois on la suivait et tout de suite après on retournait à sa vie parisienne et c'est comme s'il n'y avait pas de transition entre les deux. On aurait dit comme si c'était deux personnages différents avec deux vies différentes. Donc ça, moi, ça m'a un peu perturbée, mais après on comprend un petit peu comment l'autrice nous emmène et donc on arrive à s'y faire. Donc pour ça, j'ai peiné un peu à rentrer dans l'histoire, mais sinon ça a été. Ensuite, l'autrice, elle nous donne des petites touches d'informations sur la famille de Lania, notamment son grand-père que j'aurais aimé beaucoup plus découvrir. J'aurais aimé en découvrir beaucoup plus sur sa famille, mais c'est vrai que tout le côté initiatique est très intéressant par rapport au personnage. On voit vraiment son évolution et sa compréhension qui évolue par rapport à son rôle, tout ce qu'elle peut faire et la mission en fait qu'elle veut avoir dans sa vie. Dans l'ensemble, c'est quelque chose que j'ai trouvé très poétique, très beau, très descriptif, très posé, mais j'avais un petit manque dans le sens j'aurais aimé en découvrir plus sur sa famille et un petit peu plus de dynamisme. Mais c'est mon avis, c'est mon propre avis. Peut-être que vous, ça vous plaira totalement le fait d'être voilà, posé dedans et de découvrir plein de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un très beau livre avec plein de choses, plein de découvertes. Et l'autrice, on voit qu'elle a de la connaissance, que elle sait où elle nous emmène en fait. Donc ça, c'est ça que j'ai beaucoup aimé quand même dans ce roman. Et pour moi, c'était une très bonne lecture. Maintenant, on va repasser sur un contemporain et plus exactement un contemporain historique. Il s'agit de Une Agathe rouge sang et c'est écrit par Frédéric Morès. Donc c'est le livre que j'ai lu sur ma liseuse en numérique. Donc dans cette histoire, alors par contre je ne pourrais pas du tout vous replacer le nom des personnages, je l'ai peut-être écrit dans mon avis, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment les noms des personnages on oublie. En tout cas on va suivre un personnage qui s'occupe de tondre la pelouse d'une vieille dame. Cette vieille dame, lorsqu'elle meurt, elle va léguer une maison à cet homme et en fait en découvrant cette maison qui est abandonnée depuis des années et des années, il va y découvrir plein de choses sur le passé, sur cette dame, qui était-elle réellement et est-ce qu'elle a eu un rapport, une importance plutôt, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on aborde quand même pas mal ce point-là. Et il va également découvrir des choses sur lui, sur sa personne, et est-ce qu'il aurait un lien avec cette dame. On va suivre vraiment en fait au moment où on apprend le décès de la femme. Et en fait toute cette histoire se construit autour de ce personnage disparu, mais ce que j'ai adoré c'est que en fait l'histoire la rend vivante, on apprend à l'apprécier et on apprend à la connaître de par son passé et de par ce qu'elle a vécu, ce qu'elle veut transmettre au personnage. Et j'ai beaucoup aimé parce que même si ce personnage là on la rencontre jamais vraiment, il y a plein de choses qui sont transmises, des émotions, des souvenirs et tout ça, ça la rend vraiment vivante. Et on apprend à s'attacher à elle de par tous ces souvenirs là et c'est ça que j'ai trouvé vraiment beau. On va être dans plusieurs époques avec des flashbacks et même des souvenirs un petit peu qu'on vit en fait nous-mêmes. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette histoire avec les personnages où on découvre vraiment une femme qui a été forte pendant la guerre, qui a été importante mais qui ne s'en... pas qui ne s'en est pas vantée mais qui voulait rester anonyme, etc. Enfin je veux pas trop vous en dire parce qu'on en apprend vraiment tout au long du roman. Mais le point négatif pour moi, et en fait c'est plutôt un point positif du coup, c'est que j'ai trouvé l'histoire pas assez longue. J'aurais aimé en découvrir plus, que ça continue, découvrir plus l'histoire des personnages, les suivre plus tout simplement pour après qu'est-ce qui allait se passer, enfin découvrir plus aussi sur leur passé et sur leur avenir. Voilà, j'aurais aimé plus les suivre, donc pour moi ça manquait un petit peu à la fin, mais sinon c'était quand même une très bonne histoire. Et après le seul point, je vais pas dire réellement négatif que j'ai trouvé, mais c'est juste que par rapport au titre, Une Agathe rouge sang, je n'avais pas compris au moment de ma lecture le rapport avec le titre et l'histoire. Le nom de la pierre, je ne voyais pas ce qu'elle voulait faire en fait dans l'histoire. Où est-ce qu'elle apparaissait, enfin vraiment je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le titre c'était Une Agathe rouge sang. Je n'avais pas du tout compris, donc j'ai demandé à l'auteur, il m'a expliqué, etc.
mais c'est vrai que pour moi c'était pas, c'est pas venu logiquement en fait. Après sinon comme je vous ai dit c'était quand même une super lecture où j'aurais aimé en découvrir un petit peu plus avec un fond historique sur la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une histoire que je peux que vous recommander encore une fois. Maintenant on va repasser à un univers de fantasy, je veux pas trop vous en parler, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé, au contraire j'ai adoré, mais c'est tout simplement parce que je compte lire le tome 2 très bientôt et donc vous en reparler. Donc il s'agit de La Faille, c'est le tome 1 des Chroniques d'Almérante et c'est écrit par Bénédicte P. Durand. Je vais pas faire comme les dernières fois où je vous en ai parlé, où je vous ai fait un résumé vraiment complet. Là je vais vous lire que les premières phrases, pardon. On se situe en Almérante où la magie est réservée seulement à une élite, celle des elfes. La magie fait partie d'eux, ils peuvent la contrôler, la façonner comme ils veulent. Ils peuvent la comprendre et l'utiliser, mais du moins c'est ce qu'ils pensaient. Voilà pour ce qui est du résumé. Oui, effectivement, il est très court. Je n'en ai pas dit beaucoup, mais je trouve que ça suffit pour vous donner envie de le lire. Même si je veux pas vous en dire beaucoup pour ce tome 1, je peux juste vous dire que il est très bien ficelé, construit, l'univers est très très riche. Pour un univers de fantasy, moi je vous dis c'est vraiment de la fantasy. On découvre pas que des elfes, on apprend beaucoup sur le passé des créatures, sur des secrets, des non-dits, beaucoup de mensonges et également beaucoup de révélations forcément. On alterne beaucoup entre les moments de calme mais beaucoup de moments de dynamisme et d'action et j'ai beaucoup aimé. Et je n'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2, ça fait 6 mois que je l'ai dans ma pile à lire. Oui, j'ai toujours très envie de le lire. Je ne sais pas ce que j'attends, peut-être le fait qu'après la saga sera terminée, enfin cette duologie du coup sera terminée et que voilà. Mais l'autrice a sorti un nouveau livre qui se passe non pas réellement dans cet univers, mais en rapport avec cet univers. Il me semble que c'est quelques années après, donc si jamais vraiment je veux me replonger dedans, j'ai encore de quoi faire. En tout cas voilà pour ce qui est de ce tome 1, moi je ne peux que vous le recommander si vous cherchez de la fantasy où on suit un elfe, où on découvre plein de créatures avec beaucoup de magie, tout le temps de la magie qui est présente et beaucoup de révélations aussi. Et maintenant pour terminer avec le dernier livre auto-édité, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé plusieurs fois il me semble, puisque c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je ne pensais pas en être autant touchée. Il s'agit de Fièvre de lait, c'est écrit par Yasmina Behagle et donc là j'ai juste envie de vous dire qu'on suit un personnage qui se nomme Delphine, qui va être un petit peu confrontée à l'envie d'avoir un enfant contre l'avis de sa famille. C'est-à-dire qu'elle, elle va vouloir tomber enceinte, donc elle va tomber enceinte d'un inconnu. Elle veut élever cet enfant seule et toute la famille est contre. Avec sa situation, elle ne va pas y arriver. Avec tout ça, elle ne va pas y arriver, elle ne va pas en être capable, etc. Mais Delphine, contre tout, va vouloir devenir la mère qu'elle n'a jamais pu avoir elle-même. Et quand sa solitude et ses fragilités la rattrapent, sa vie commence à vaciller et est-ce que finalement donner la vie, ce n'est pas aussi disparaître? Ce que je peux vous dire sur ce livre, c'est que ça a été un livre pour moi, je vais pas dire bouleversant, mais quasiment, puisqu'on est sur une histoire qui est très forte. On aborde beaucoup la période postpartum. Je sais pas ce que j'ai dit, postpartum, voilà, je crois que j'ai mangé le mot, je sais pas trop ce que j'ai fait, bon bref. Et en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant parce qu'on n'est pas sur où la mère elle est heureuse, elle est épanouie, tout va bien, le bébé est adorable, etc. Non, justement, elle aime son enfant, mais elle en fait trop. Au risque de mettre la vie du bébé en danger, elle va vouloir vraiment faire tout pour lui, elle l'aime, elle veut le choyer, le faire un maximum, mais voilà, en étant peut-être trop oppressante, en faisant trop et sans s'en rendre compte, elle s'en rend malade, elle ne vit même plus pour elle et elle est complètement déconnectée de la réalité et finalement ça met son bébé vraiment en danger et on aborde tout ce côté-là, je trouve qui est très peu abordé finalement en littérature, ou alors c'est moi qui ne vois pas du tout ça passer, mais c'est la première fois que je voyais ça, ce thème abordé, donc c'est vraiment très intéressant. Et en tout cas c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très beau, très fort et comme je vous dis à la limite d'être bouleversant. Donc voilà pour ce qui est de tous ces livres auto-édités. Je vous ai dit qu'il y en avait 8, mais en réalité il y en a 7 puisque je me suis rendu compte au moment où j'allais vous en présenter un qu'il y avait une maison d'édition dessus écrit. Certes, une petite maison d'édition très peu connue, mais une maison d'édition quand même. Et là, c'est vraiment les auto-édités dont je vais vous parler, donc ils n'allaient pas dans cette catégorie finalement. En tout cas, j'espère que toutes ces découvertes... Attendez, je vous montre mieux les livres. Oula, voilà. En tout cas, j'espère que toutes ces découvertes vous auront peut-être plu, vous auront intéressé, peut-être que vous avez envie d'en lire certains, en tout cas je l'espère. Je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo et j'ai très envie d'encore découvrir de nouveaux livres auto-édités puisque je fais tout le temps de superbes découvertes et de super rencontres aussi avec les auteurs. Il y en a beaucoup avec qui je parle et dont je n'ai jamais lu parfois les livres. Ça me tente, hein, mais voilà, je trouve pas forcément le temps, je ne prends pas forcément le temps d'en lire pour tout vous avouer et franchement c'est vrai que c'est assez dommage. Donc j'espère lire autant, voire plus de livres auto-édités en 2022. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!